c'est cool. Il y a plein de personnes. Alors, 2 minutes. Je suis connectée. C'est bon? C'est bon, t'es sur mon Insta? C'est artiste. Ok, là c'est bon. C'est artiste. Super. Oui, non? Ok, on est bon. Désolé, ça fait 5 minutes de retard. On est bon? Yes. Je vois pas ta caméra. Ça va se... Normalement, ça devrait se... Ça met du temps. C'est bon? C'est bon? Tu me vois sur... Non, ça Mais charge. je te vois pas, toi. Ok. Là, je fais. J'arrête pas de t'inviter. Bonjour tout le monde. On va bientôt commencer. On essaye d'inviter Sape à la conférence d'aujourd'hui. Comment? Ah bon? Ok. Yes. Si. C'est comme que ça charge là. Pardon. Ok, c'est bon. On est bon. Donc, on peut commencer si tu veux. Oui. On a Diane qui est là aussi. Salut Diane. Cette conversation va être enregistrée. Si le monde est arrivé, on peut débuter la conférence. Alors, bonjour monde ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez à travers le monde. Chez nous, présentement, au Québec, on est en après-midi, mais je sais qu'il y a des participants un peu partout en Europe pour qui c'est le soir. Donc, bienvenue et merci d'être là pour cette conférence du collectif Street Art in Action. On a l'honneur et le privilège d'accueillir avec nous l'artiste Sape, qui nous parlera de sa démarche artistique et notamment de son projet Beyond Walls. Merci beaucoup à Sape d'avoir accepté notre invitation de notre organisme Les Récollettes Bâtisseurs. Notre organisme est situé dans la ville de Québec et offre cette année régulièrement des conférences en art et en entrepreneuriat. Donc, moi, je m'appelle Mike Vallerand. Je suis présidente du conseil d'administration de l'organisme. Et avant de débuter la conférence, simplement vous mentionner qu'il y aura une période de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions via le chat ou en levant la main sur Zoom si vous voulez les poser. Je vous invite aussi à laisser vos micros éteints lorsque vous ne prenez pas la parole pour éviter les bruits parasites qu'on pourrait entendre. Je vais maintenant laisser la parole à Paula Casillas, qui est responsable des communications chez les Récollettes Bâtisseurs et qui est la directrice du collectif Street Art in Action. Donc, bonne conférence et à toi la parole, Paula. Merci Mike. Donc, bonjour tout le monde. Merci Mike pour cette merveilleuse présentation. Merci Sape aussi d'être aujourd'hui avec nous. Je suis vraiment super contente que tu aies accepté d'assister à cette conférence. Et je vais me présenter. Je suis Paula Casillas, fondatrice et directrice. Ton micro est éteint. On ne t'entend pas. D'accord. Je répète. Donc, bonjour. Merci à tout le monde. Désolée parce que je suis entre Instagram et Zoom, donc c'est un peu compliqué. Donc, merci énormément à tout le monde. Merci Mike pour cette merveilleuse présentation. Merci Sape aussi d'avoir accepté d'assister à cette merveilleuse conférence qu'on va donner. Et je me présente, je suis Paula Casillas, fondatrice et directrice de Street Art in Action, une plateforme qui donne de la visibilité aux artistes et une des plus grandes communautés actives d'artistes transformateurs du paysage urbain. Chaque mois, on interviewe des personnalités qui ont créé des œuvres murales et des œuvres de land art pour qu'ils nous présentent leurs nouveaux projets. Je suis ravie d'avoir parmi nous Sape, un grand artiste qui fait partie de notre collectif. Donc, bienvenue. Et bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous le connaissent déjà. Mais si vous me permettez, avant de lui donner la parole, je vais lui faire une petite introduction.
Donc, qui est SAPE? Donc, la revue Forbes l'a choisi comme l'une des 30 personnes exceptionnelles dans le domaine de l'art et de la culture en 2019. SAPE est le principal artiste et pionnier du mouvement Land Art. Il réalise de gigantesques prêts sur l'herbe avec une peinture biodégradable qu'il a inventée. Et son dernier projet, et le projet qu'on va parler aujourd'hui, c'est Beyond Walls, un projet qui vise à créer la plus grande chaîne humaine, comme ça, symbolique au monde, en promouvant des valeurs telles que l'union, la gentillesse et l'ouverture sur le monde. Donc, je ne vais pas m'attarder plus et je vais laisser la parole à Sape. Bienvenue et bon, je te mets un petit défi. Comment te définis-tu en tant qu'artiste? Merci. Salut Paula, merci beaucoup pour l'introduction. Comme tu disais tout à l'heure, c'est marrant parce qu'on fait un Zoom et en même temps un Instagram, donc on va être un peu tiraillé entre les deux. Je m'excuse pour ceux que je ne regarde pas tout le temps. Merci de me permettre de discuter un peu autour de mon travail. Je trouve que c'est vraiment cool parce que c'est un truc que je fais assez peu rarement finalement, en plus sur les réseaux sociaux ou par Zoom et du coup, je trouve ça très sympa. D'ailleurs, tu as dit un truc qui, moi, chaque fois, je me dis, mais je ne sais même pas si je pourrais me définir comme ça. Tu vois, un pionnier du land art, ça serait assez peu modeste de ma part de me définir comme ça parce que c'est quand même un mouvement qui a été développé dans les années 60. Et tu vois, ça fait déjà plus de 60 ans que ça existe. Après, d'un autre côté, je ne pourrais pas vraiment me définir comme un street artiste parce que je crois que finalement, ce n'est pas l'essence non plus de mon travail. Et du coup, je crois que j'ai une sorte de position un peu bâtarde entre les deux, entre du land art et puis du street art. Et je crois que c'est souvent comme ça que je me définis. Je dis que je fais un lien entre du street art et du land art. Je pense que je retrouve des similitudes avec le street art puisque je viens projeter de la peinture sur un support et ça fait très penser au street art. Puis je réponds aussi au code du land art puisque j'utilise des produits naturels pour peindre et j'utilise du coup la nature pour travailler dans la nature. Du coup, je crois que je réponds un peu aux deux codes. Et entre guillemets, je crois que ça fait une sorte de lien entre les deux et c'est aussi ce que je trouve intéressant. Et généralement, pour pas trop me prendre la tête, je me définis en tant qu'artiste ou artiste peintre et je vais pas beaucoup plus loin. Ok, c'est intéressant. C'est vrai parce que j'ai vu plusieurs interviews où tu dis bon, je suis pas pionnier du land art, ça existait aux années 60. Donc, je suis vraiment intéressée à savoir comment as-tu commencé à te dédier au land art, street art, land art, comme tu dis. Quand est-ce que tu as décidé de te lancer dans ce monde? Alors, ouais, c'est marrant parce que finalement, j'ai pas vraiment de culture de l'art au départ. D'ailleurs, parce que tu vois, j'ai commencé à peindre et à me passionner par la peinture quand j'avais 14 ans. Et puis, j'ai commencé vraiment par le graffiti. Ça, sans trop réfléchir, je faisais du tag dans le village où j'habitais ou dans la ville où j'habitais. Et puis, c'est par le moyen d'expression lui-même, je crois que je me suis mis à être passionné par l'idée, tu vois, de pouvoir créer quelque chose, de pouvoir m'exprimer. Sans trop de barrières finalement, et j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis mis à être passionné par la peinture, puis après, c'est un peu par empirisme, tu vois, je veux dire, j'ai essayé de peindre dans mon atelier, après j'ai essayé de peindre à l'extérieur, sur toile, sur plexiglas, avec des pinceaux, avec des couteaux, avec plein de choses différentes. Et puis, je lisais beaucoup de littérature bouddhiste et je vivais à la campagne, dans un bled de 200 habitants. Donc mes parents ont une baraque avec 8 hectares de terrain autour. Donc, je ne vois pas le bout, tu vois, du champ. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, j'essaierais bien de peindre sur l'herbe. Donc, tout au début, je l'ai peint avec des bombes de peinture sur l'herbe parce que le support est très, très particulier. Tu vois, je me suis dit, mais est-ce que ça fonctionne? Donc, j'ai été dans le jardin de mes parents. J'ai essayé de voir si le support pouvait fonctionner. Puis finalement, une fois que j'ai vu que le support pouvait fonctionner, j'avais de la chance parce que les drones arrivaient en Europe. Finalement, qui permettait d'avoir des vues aériennes assez facilement, finalement, tu vois, de ne pas avoir besoin d'un hélicoptère ou d'une nacelle pour monter. Et puis après, je me suis dit, mais pour que ça fasse sens, je ne peux pas peindre avec des bombes de peinture dehors et dégommer la nature, quoi. Donc, je me suis dit, eh ben, je dois me débrouiller pour avoir une peinture qui soit éco-responsable. Puis finalement, c'est bête, mais quand tu regardes, j'ai pas trouvé grand-chose de, pour moi, intéressant. Tu vois, dans ce que je trouvais dans le commerce. Et du coup, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer de plus ou moins l'inventer avec les moyens du bord.
Et du coup, pendant une année à peu près, j'ai joué un peu à l'apprenti chimiste. Tu vois, j'ai faisais des carreaux dans le jardin de mes parents et je regardais comment évoluait la peinture, si ce pigment-là fonctionnait, puis après si celui-là fonctionnait pas. Puis j'ai passé presque une année finalement à ce que ça marche. Par contre, la peinture, elle est non-stop en évolution. Tu vois, à l'époque, j'utilisais de la farine et de l'eau que je faisais cuire. Ça me faisait une sorte de pâte à crêpes et j'y mélangeais mes pigments. Et puis finalement, c'était une logistique oubliée. Il fallait que je vienne, fallait que je cuise pendant une demi-heure comme un druide. Enfin, c'était une vraie galère. Et du coup, j'ai trouvé après la caséine, qui est la protéine du lait, qui permettait d'avoir une logistique qui était nettement plus simple et d'avoir le même résultat, c'est-à-dire une sorte de colle qui me permet de coller la peinture directement sur l'herbe. Et actuellement, je suis en train de chercher, tu vois, à la remplacer par de l'amidon de maïs, qui me permettrait de sortir de la cause animale et de minimiser une fois de plus mon impact environnemental. Donc ça fait à peu près une année que je fais des tests. J'avoue que j'ai pas trop bien bossé, parce que je pense que j'aurais vraiment bien bossé, j'aurais réussi à le faire comme je voulais, mais bref, je suis en train de chercher à le changer par de l'amidon de maïs. Puis voilà, après de fil en aiguille, ben, je me suis mis à trouver des techniques pour pouvoir peindre au sol, parce que c'est aussi particulier, tu vas te peindre d'énormes fresques en ayant la tête dedans, je vois pas ce que je fais en fait. Donc tu dois trouver des techniques. Pardon. Non, dis-moi des techniques qui doivent être compliquées. Je me disais, toutes ces techniques que tu utilises, combien de temps ça dure la peinture une fois que tu la mets? Parce que si c'est une peinture biodégradable, j'imagine que les peintures et les fresques que tu fais, le lindage que tu fais, les œuvres d'art, disparaissent et je ne sais pas quelle est la durée à peu près de ces œuvres. Ouais, je vais te donner une échelle de temps qui va être un râteau. C'est-à-dire, en gros, ça dure une journée. Typiquement, quand je peins sur la plage, à mon avis, tu vois, si ça dure 2 jours, je ne sais pas, mais c'est hyper éphémère. Et le plus long que j'ai vu, c'était 3 mois en Russie. Où, au bout de 3 mois, la peinture n'avait pas bougé. Ça dépend en fait, évidemment, des intempéries, mais principalement, finalement, du support. Si c'est du sable, on peut imaginer que tu vois, tu as un coup de vent, ça s'envole. Et sur de l'herbe, ça dépend de la repousse de l'herbe. Parce que s'il pleut, une fois de plus, comme j'utilise cette colle, ça a tendance à la fixer au sol, ce qui fait que ça la détruit pas trop vite. Par contre, la pluie va accélérer la repousse de l'herbe. Et du coup, plus il pleut, plus ça va repousser vite. Et du coup, c'est vraiment la repousse de l'herbe qui la fait disparaître. Donc, c'est entre 1 semaine et 3 mois. Généralement, c'est un peu l'échelle que je donne. Okay. Et je me demandais aussi, lorsque tu réalises ces projets, une fois qu'ils disparaissent, tu retournes à l'endroit pour les repeindre ou tu les refais dans un autre pays ou dans un autre lieu? Non, pas du tout alors. Généralement même d'ailleurs, honnêtement, je laisse vraiment la fresque vivre et j'ai plus de nouvelles après, entre guillemets. Tu vois, c'est-à-dire que dans ma démarche, il y a vraiment un rapport à l'éphémère qui pour moi est essentiel et primordial. Tu vois, je ne vais pas chercher à refaire naître l'œuvre que j'ai faite qui a disparu. C'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça. Au contraire, tu vois, l'idée de me dire qu'à un moment donné, je vais créer une œuvre d'art, je vais créer une sorte d'engouement autour de. Et ça ressemble. Je fais souvent la similitude avec un concert. Tu vois, tu peins quelque chose. Tu crées un événement qui, à un moment donné, va laisser une trace dans les mémoires, dans l'inconscient collectif, parfois dans la société. Mais après, je le laisse aller, tu vois. Et finalement, j'adore ce rapport où je me dis, j'ai fait quelque chose, ça a souvent marqué les gens. Par contre, je n'ai pas marqué la nature. Et je trouve que justement, ce rapport à l'éphémère est, à mon avis, central. Et je suis toujours passionné de cette idée-là. Okay. Désolé, on a un micro ouvert, donc est-ce que, Mike, tu pourrais silencier MS, s'il vous plaît, s'il te plaît? Ok, on continue, désolé, c'est super intéressant. Je voulais aussi savoir combien de temps emploies-tu habituellement pour préparer chaque projet? Combien de temps jusqu'à ce que tu connais le lieu où tu vas peindre, où tu te mets en contact avec les personnes avec lesquelles ce projet va se réaliser? Et combien aussi tu mets de temps à réaliser l'œuvre? Parce que ça, c'est aussi intéressant. Oh, ça, c'est un long débat. Parce qu'en fait, il y a plusieurs cas de figure, tu vois. Tu as le premier cas de figure où on va me dire, je ne sais pas, dans un festival d'art, on voudrait bien que tu viennes. Et finalement, le festival a déjà une structure. Et puis, je vais venir faire une œuvre d'art dans le festival. Donc, l'œuvre d'art doit se suffire plus ou moins à elle-même, je dirais. Et puis, du coup,
Ils ont déjà une structure qui m'invite. Enfin, c'est relativement simple. Par contre, la plupart des projets d'ailleurs que je fais à l'heure actuelle sont des projets auxquels j'ai pensé. Et après, c'est à moi de tout faire, c'est-à-dire de créer les autorisations, la faisabilité et toute la logistique qu'il y a derrière. Et en fait, une des particularités du land art, et moi c'est ce qui me passionne d'ailleurs dans le travail, tu vois, c'est le fait que comme je travaille à l'extérieur dans un endroit, je vais me nourrir de l'histoire de l'endroit, de l'esthétisme aussi du lieu, et du coup l'œuvre, elle devient une sorte de synergie entre le lieu, son histoire et mon œuvre. Et en fait, tout le fond du travail, à mon avis, il est trouvé cette juste synergie pour que, esthétiquement parlant, ça soit top, pour que finalement le visuel soit prenant. Il doit aussi, le visuel, presque parler par lui-même, pour moi. Tu ne vas pas avoir besoin d'un discours infini pour qu'on le comprenne. Puis après, quand tu creuses un peu, tu comprends pourquoi l'œuvre est venue s'incarner à cet endroit-là. Et pour moi, si j'ai réussi un peu tout ça, et ben, j'ai réussi mon pari. Et pour parler, par exemple, du projet Beyond Walls, comme c'est un projet où il y a énormément de dates qui s'enchaînent sur plusieurs années, chaque lieu qu'on va choisir, à un moment donné, il va être là pour ramener une nouvelle histoire dans le projet. Et une fois que j'ai choisi le lieu, et ben, je dois me débrouiller pour que ça se fasse. Après, une fois de plus, il y a plein de trucs. Soit parfois, je bosse avec une ambassade qui va me donner des contacts. Parfois, d'ailleurs, on a Diane qui est là avec nous, qui a été quelqu'un qui nous a aidés sur le Bénin. Donc, je vais avoir un fixeur qui me dit, bah, tiens, je connais du monde. Moi, ça m'intéresse de vous filer un coup de main. Et puis, du coup, tu as quelqu'un qui va faire le lien entre les autorités et puis moi, mon équipe. Et puis après, bah, quand j'ai vraiment pas trop d'idées, bah, je me débrouille par des personnes interposées. Donc, je vais appeler, je sais pas, des potes qui connaissent. Puis après, par effet, tu vois, d'escalier, j'arrive à me tomber sur la bonne personne qui va m'ouvrir les portes des autorisations. En gros. Bref, j'ai pas répondu à ta question, désolé, mais non, si, tu as répondu. C'est un grand résumé, c'est cool. Et c'est intéressant aussi, tu parles de l'histoire, de la culture du lieu. C'est intéressant. Moi, j'analyse parfois la participation, parce que je trouve que la participation des habitants qui habitent dans le lieu, c'est important pour qu'ils valident l'œuvre et ils se relationnent aussi avec l'artiste. Parce que là, tu viens transformer et métamorphoser un espace urbain où ils habitent. Donc quel est ton engagement avec les gens qui habitent dans le lieu où tu vas métamorphoser avec ton œuvre? Ça dépend de quel projet, qu'est-ce que raconte mon œuvre. Je te dirais bien. Par exemple, si je le dis sur le projet que tu as fait Beyond Walls, par exemple au Bénin, j'ai vu que sur les vidéos que tu m'as passées, il y avait des petits garçons et tout ça. Est-ce qu'ils t'ont aidé à réaliser l'œuvre? Quelles étaient leurs représentations, leur importance dans la création de ton œuvre? Alors, au Bénin, c'est le bon exemple parce que finalement, on a eu de la chance parce qu'il y avait énormément de vie autour de nous. Et comme Beyond Walls, c'est un projet qui est essentiellement social, tu vois, à dimension pour moi un peu sociale ou humaniste, je dirais. L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens. Mais en plus, au Bénin, on allait carrément peindre dans leur jardin. Tu vois, je veux dire, c'était leur lieu de vie. Donc vraiment, là, c'était vraiment particulièrement frappant parce que finalement, on allait chez les gens. Et puis, en gros, c'était, est-ce qu'on peut peindre dans votre jardin? Donc finalement, on était entouré par la famille, les proches, les gens autour. Donc, l'idée, c'était d'avoir vraiment une vie autour du projet. Alors, dans la partie de la réalisation de la peinture, c'est difficile parce que c'est très technique. Je ne peux pas les impliquer directement dedans. Par contre, ce qu'on essaye de créer, c'est un engouement autour du projet. On les implique dans les photos finales. Et une fois plus, comme je disais tout à l'heure, on essaie de faire une sorte d'event où les gens viennent autour du projet. Et ce que j'ai fait, par exemple, au Bénin, c'est de proposer une exposition à la fois dans une école, l'école par exemple de Gambier où on a travaillé, qui était un des lieux où j'ai travaillé. Puis après, on a tiré des bâches du projet qu'on a peint chez eux, qu'on leur a directement donné, qu'ils ont pu afficher sur la façade de leur maison. Après, ils en font ce qu'ils en veulent. Et du coup, l'idée, c'est aussi vraiment que l'art soit un support pour créer des discussions. Ça, c'est cool, c'est con, mais si tu veux venir parler de bienveillance et d'entraide ou d'idéaux, bah, finalement, tu ne vas pas toquer chez quelqu'un et tu lui dis bah, j'aimerais bien parler de. Alors, par contre, si tu as un support où tu crées quelque chose
que je sais pas, tu te mets en marche pour faire un projet, ça devient un vrai support pour rassembler les gens et créer quelque chose autour de ce projet-là. Oui, je suis d'accord. Et c'est cool. Je pense qu'on va d'abord présenter ce que c'est Beyond Walls parce que j'imagine qu'il y a plein de personnes qui te connaissent, qui savent, te suivent de près, suivent ton projet de Beyond Walls. Mais peut-être que c'est bien de rappeler qu'est-ce que c'est ou comment tu décrirais Beyond Walls, un projet qui a commencé et qui a déclenché au Champ de Mars à Paris en 2019. Et je ne sais pas si tu pourrais faire une petite description ou définition de ce que c'est Beyond Walls. Et après, on reviendra au projet, à la deuxième étape du Beyond Walls au Bénin. Bien sûr. Alors, il faudrait que je repars un tout petit peu en arrière parce que le début de Beyond Walls, pour moi, c'était en 2018, paradoxalement. Parce qu'en fait, en 2018, j'ai été touché par une association qui s'appelle SOS Méditerranée, qui a pour but de secourir les gens qui tentent à traverser de la Méditerranée d'Afrique en Europe. Et en fait, c'est une association qui est apolitique. Et puis, j'ai été vraiment bouleversé en voyant un documentaire. Puis pendant des mois, je me suis dit, est-ce que je vais, jeune artiste, toucher, tu vois, du doigt la question de la migration, qui est souvent une question où il n'y a pas vraiment de vérité absolue. Puis ça réveille un peu chez tout le monde des peurs, tu vois, un peu instinctives, etc. Donc, c'est à mon avis un sujet qui est assez délicat à traiter. Puis finalement, j'ai été voir la directrice de l'association en Suisse, que je salue au passage. Et en fait, j'ai été convaincu par le discours. Tu vois, vraiment, elle m'a dit, on est apolitique, on vit principalement par les dons des citoyens. Et puis en plus, quand il réfléchit un petit peu, tu vois, la plupart, qui a envie de quitter sa vie, sa famille, sa culture, finalement, on sait que ces gens, à mon avis, le font vraiment par détresse. Et tu vois, je me disais, mais putain, j'aimerais quand même bien, moi, je serais dans un pays en guerre ou dans un pays en détresse absolue, j'aimerais bien qu'il y ait des gens, à un moment donné, qui se soucient peut-être de ce que je vis, tu vois. Et du coup, partant de cette idée-là, je me suis dit, ben, je vais soutenir l'association, donc je vais autofinancer un projet en soutien à l'association à Genève. Et en fait, ça a eu un écho médiatique hyper fort. Et ça a eu aussi un écho populaire, tu vois, autour de ce projet. Et finalement, ça a carrément amené la Confédération suisse à demander un pavillon pour le bateau qui était à ce moment-là bloqué à quai. Ils ne pouvaient plus aller sauver les gens en mer parce qu'il n'avait plus de pavillon. Puis je me suis dit, c'est quand même ouf qu'un projet artistique peut à un moment donné carrément changer des lignes dans la vie politique d'un pays. Et du coup, le premier constat, c'est de dire c'est cool parce que l'art peut véritablement se mettre au service, je crois, de la société. En tout cas, il a vraiment sa place dans le débat des idéaux. Et c'est marrant, 2 semaines après, je vois un documentaire sur le budget de Donald Trump, du mur de Donald Trump. Et on parlait à l'époque je me souviens de ce chiffre, de 14 à 18 milliards de dollars. Et je me suis dit, je venais de supporter l'association et je m'étais amusé à faire le calcul. Je me dis, c'est en siècles, on pouvait faire des siècles de secours en mer avec cet argent. Je me suis dit, c'est quand même ouf. Et du coup, après, je me suis dit, ben, plus j'y réfléchissais, plus je me dis, mais en fait, on est dans un monde qui est hyper connecté. Croire qu'en fait, construire des murs entre les gens ou fermer les barrières ou se fermer sur soi, c'est une solution. Dans ma tête, en fait, c'est tout sauf une solution. Je crois qu'on fait une erreur en réfléchissant comme ça. Et de cette idée-là est née l'idée de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde pour parler d'entraide et de bienveillance. Et en gros, le projet Beyond Walls, pour le résumer, c'est de créer symboliquement la plus grande chaîne humaine au monde. Donc, c'est un projet qui va de ville en ville sur plusieurs années. Et je peins des mains qui s'entrelacent comme ça. Et c'est des mains de gens que je rencontre au quotidien. Ça peut être toi, ça peut être le SDF, ça peut être le dealer du coin, puis ça peut être, tu vois, j'ai par exemple les mains de Roger Federer ou de Madame Hidalgo, la maire de Paris. Et puis du coup, je coupe les mains au niveau des coudes, ce qui fait que dans ma banque de données, je ne sais plus à qui appartient ces mains. Et c'est marrant parce que du coup, je trouve qu'on parle vraiment d'universel, parce que du coup, justement, tu as des personnalités hyper connues qui vont se retrouver à côté d'anonymes. Puis après, si on doit parler de couleur de peau, j'ai des gens de couleur plutôt noire que je vais peindre en Afrique. Et vice-versa, je vais prendre des photos de gens plutôt blancs que je vais pas. Et du coup, je trouve qu'on parle vraiment d'universel. Et voilà, du coup, en gros, c'est un projet. Aujourd'hui, je suis à la 10e étape. Pour résumer, j'ai fait en 2019 le Champ de Mars, donc devant la Tour Eiffel. Après, on est parti à Andorre, qui est un pays entre l'Espagne et puis la France. Un petit pays. Après, j'étais à Genève. Après, j'ai fait les 30 ans de la chute du mur de Berlin.
Il faut que je révise mes trucs parce que Oui, parfois je oui. bug. Après, j'ai été à Ouagadougou, en Afrique, première étape africaine. Après, j'ai été à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Ensuite, Turin, Italie. Après, Istanbul, Turquie. Cape Town, en Afrique du Sud. Et dernière étape, au Bénin, il y a un mois de ça. Ah, c'est super intéressant, tu l'as vraiment bien expliqué. Et oui, c'est cool parce que c'est marrant de replacer. Moi, je me demandais vraiment, chaque main appartient, ou chaque bras, disons, appartient à une personne différente. Et j'imagine que sur Photoshop, tu les rejoins et une fois que tu as l'image, tu les peins sur le sol. Non, c'est pas comme ça que je fais. Non, je demande véritablement aux gens que je rencontre, parce que du coup, l'idée aussi, c'est une fois de plus de pouvoir parler du projet. Donc en fait, quand je vois des gens qui s'intéressent à ce que je fais ou autre, on parle du projet, puis on leur dit, mais si vous voulez aussi, vous pouvez prendre part finalement au projet, on vous prend les mains en photo, et potentiellement dans un mois, c'est vos mains qu'on peindra au bout du mois. Et en fait, c'est vraiment des mains qui se sont vraiment prises en direct, qu'on photographie, on capte ce moment-là, et puis après on les peint aux quatre coins du monde. Ok, j'ai compris. Et je sais que ton projet, comme tu as bien expliqué, s'étend dans plein de pays. Quelle est la raison pour choisir de peindre dans un pays plutôt qu'un autre? Est-ce qu'il y a une préférence ou une raison pour cela? J'ai un peu répondu à ça tout à l'heure en disant, tu vois, chaque endroit que je vais choisir, pour moi, il faut qu'il ait un sens et une logique. Et chaque projet, tu vois, va ramener une pierre, je dirais, dans l'édifice du projet global. Donc finalement, je vais y aller pour deux choses principales. L'histoire, soit actuelle, soit ancienne. Et puis l'esthétisme. Tu vois, le symbolique du lieu. Une fois de plus, par exemple, je ne sais pas, Cape Town, parce que je pense que tu voulais qu'on parle du Bénin un peu plus en détail. Donc je ne parle pas trop encore du Bénin. Mais pour Cape Town, par exemple, tu vois, l'idée, c'était de dire... il y a eu un modèle social qui a été hyper fort, certainement un des plus violents dans l'histoire, tu vois, un peu contemporaine de l'apartheid, qui vraiment séparait les gens sur des critères raciaux. Et c'était hyper violent. Et ça a scindé la société vraiment de manière hyper violente. Et je crois qu'encore à l'heure actuelle, on a des traces de ce régime-là. Et du coup, c'était hyper important pour moi d'aller déjà me confronter à la réalité du terrain et puis aussi d'essayer d'en parler justement. Et du coup, tu vois, j'ai essayé de peindre dans les différents horizons, à mon avis, qu'on pourrait trouver, je crois, à Cape Town. En tout cas, j'ai essayé de faire au mieux. Et du coup, tu vois, l'idée, c'est d'aller vraiment confronter à l'histoire, puis aussi, justement, de pouvoir directement sur place créer des liens. Et finalement, il ne faut pas vivre non plus dans l'histoire. Je pense qu'il faut vivre dans ce qu'on veut créer. Et l'objectif, justement, du projet, c'est d'être un support pour pouvoir parler de qu'est-ce qu'on veut créer ensemble après. Ok. Bon, on va aller vers le Bénin parce que je vois que qu'on tend vers ça, donc on va aborder ton deuxième step, comme tu dis, de Beyond Walls. Je sais que le 3 mars, tu es allé réaliser ton projet Beyond Walls. Et tu as réalisé 5 fresques, si je ne me trompe pas, avec environ 700 litres de pigments biodégradables à base de charbon de bois, de craie, d'eau et de protéines de lait, comme tu as expliqué avant. Et tu as choisi 2 villes béninoises qui t'ont accueilli. C'est Ouidah, une ville qui a été choisie compte tenu de son rôle dans la traite de négrières, non? Et Soava, on dit comme ça, je ne sais pas. La deuxième ville qui a été aussi sélectionnée. Est-ce que ça fait partie de la commune. Parce que c'était le refuge des populations fuyant les racias esclavagistes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as choisi ces 2 villes, comment ils t'ont accueilli et après je pose toutes les questions qui me viennent là. Bah, tu vois, c'est ce qu'on disait. On allait au Bénin pour parler de l'histoire de l'esclavage. Une fois de plus, d'ailleurs, l'idée, c'est pas de refaire l'histoire ni d'être que dans l'histoire. À mon avis, l'idée, c'est quand même, une fois de plus, de pouvoir se dire, on est les jeunes générations, qu'est-ce qu'on veut de l'avenir? Et je ne crois pas qu'il faut oublier l'histoire. Par contre, je pense qu'il faut essayer de gommer les cicatrices à un moment donné pour reconstruire un monde un peu différent. Et du coup, 2 villes ont été choisies. On a gardé
Ganvier, qui est, comme tu l'as dit, une cité lacustre. Donc ça a été créé, c'est assez hallucinant. Et pour deux raisons, une fois plus, hein, parce que le sens, je trouve qu'il est excellentissime. C'est-à-dire que c'était un village qui a été créé au départ pour fuir justement ces razzias esclavagistes. Et du coup, c'est devenu un village qui est complètement construit sur pilotis. Enfin, village, ils disent village, mais on parle de 40 000 habitants quand même. Et du coup, ça te donne, tu vois, une sorte de ville, ils appellent ça la Venise africaine. Donc toi, ça te donne une sorte de ville qui est faite où les gens se baladent en pirogue et tout, c'était assez dingue. Et la deuxième ville, Ouida, qui était le carrefour, justement, et je crois un des plus grands marchés aux esclaves d'Afrique de l'Ouest. En gros, c'est par là que la plupart des esclaves d'Afrique de l'Ouest ont été déportés. Ils faisaient un stop à l'île de Gorée, au large du Sénégal, pour après être répartis soit sur le Brésil, soit aux Antilles, principalement. Et du coup, on parle quand même de 14 millions de personnes, c'est les estimations, qui sont parties de l'endroit plus ou moins où j'ai peint. Donc après, du coup, pour répondre aussi à ta question, tu vois, il y a un mélange d'esthétisme, parce que finalement, les photos sont un peu surréalistes, tu vois, de peindre au milieu de ces petits îlots. Ça fait des photos, à mon avis, qui sont très belles. Oui. Et le sens, à mon avis, il fonctionne très très bien, parce qu'on est à la fois sur les gens qui allaient se réfugier des razzias esclavagistes, puis on parle aussi des gens qui sont partis. C'est vrai. Et est-ce que, je sais que ça doit pas évident de peindre au Bénin, quelles ont été un peu les contraintes que tu as trouvées lorsque tu es allé là, qui t'a aidé aussi à organiser tout ce projet? Je sais qu'il y a Diane, qui est aussi présente aujourd'hui avec nous, qui t'a aidé, mais quels ont été tes contacts? Et je sais qu'on est en pleine pandémie et tu es allé en Afrique. Ça ne doit pas être évident parce qu'on est dans une situation un peu de là, on est un vaccin, donc tout va un peu mieux. Mais aller en Afrique, peindre et s'engager de cette façon, raconte-nous un peu. T'es optimiste, toi, mais bah, si ça va beaucoup mieux pour le moment. Bon, au niveau du Covid, le Bénin, à ce niveau-là, je crois, ont plus ou moins bien géré, à mon avis, la pandémie. Quand tu arrives au Bénin, tu es tout de suite testé. J'étais halluciné de comment ça a fonctionné. Et on n'a pas eu trop de problèmes. On a eu cette chance-là. Pareil en Afrique du Sud, alors que finalement, c'était un moment qui était hyper compliqué parce que, tu sais, l'Afrique du Sud avec le variant, etc. Donc, pour le moment, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Écoute, ça s'est plutôt bien passé. Je crois que ça a été plus ou moins assez bien géré sur place. Justement, Diane a fait les liens avec les autorités. On a le ministère de l'Art et de la Culture et du Tourisme qui nous a soutenus dans le projet, puis finalement nous a permis d'avoir les autorisations plus facilement. Ensuite, tu as la mairie, par exemple, de Ganvier ou la mairie de Ouida qui va nous soutenir aussi dans le projet. Et puis après, du coup, j'envoie du matériel en avance. C'est comme ça généralement que ça se passe. C'est stocké dans un endroit. Et puis après, la principale, à mon avis, hein, la principale difficulté, il y en avait deux, c'était la chaleur. C'est très con, mais c'était la chaleur. Il faisait hyper chaud. Et c'est bête, mais tu vois, quand tu bosses toute la journée en plein soleil, et c'est vrai que comme tu l'as dit, on a fait 5 fresques, hein, donc c'est vrai que c'est hyper intense. On bosse très souvent de tôt le matin à tard le soir. Et c'est vrai que c'est assez physique, tu es toute la journée en plein soleil, tu es non-stop demandé à droite à gauche. Et puis après, il y avait le défi parce que c'était la première fois que je peignais sur le sable. Et du coup, pour ça, c'est un truc où j'ai dû complètement m'adapter parce que finalement, généralement, je marche sur mes fresques. Et puis là, sur le sable, on peut imaginer que ça faisait des trous pas possibles. Et si je marchais sur les fresques, je massacrais tout. Donc, il y avait le vent, la marée. Généralement, le plus compliqué, je crois que c'est de s'adapter au fait que je travaille à l'extérieur sur des trucs qui sont à chaque fois différents, avec des codes qui sont aussi à chaque fois différents. Un exemple d'ailleurs, tu vois par exemple quand on est arrivé à Ouida, on devait peindre sur le sable, on avait l'impression que c'était assez ok, puis quand on est arrivé le matin, apparemment le groupe de pêcheurs juste devant où on pêchait, parce qu'on pêchait vraiment dans le village de pêcheurs, juste devant où ils vivaient, tu vois. Et puis en fait ils ont un peu bugué. Et puis finalement, ils n'étaient pas tout à fait OK avec le fait qu'on peigne. Puis tu vois, tu es obligé de tout réadapter les codes. Tu vois, tu peux pas dire, ouais, mais moi je m'en fous, en fait, je viens peindre chez toi. Et du coup, ils ont dû faire une réunion où les chefs
de villages où se sont réunis, etc., rediscuter pendant des heures pour dire. Donc finalement, ce qui est souvent le plus compliqué, c'est de s'adapter à la météo parce que parfois tu peux avoir du vent, de la pluie. Là, j'avais de la marée, j'avais les crabes qui bouffaient la fresque. Donc tu dois t'adapter un peu à tout ce qui se passe autour de toi. C'est souvent le plus compliqué pour moi. Je suis d'accord. Sur les photos, en fait, je ne sais pas si Mike, tu pourrais mettre sur ton écran pour que les gens voient un peu le projet. Ceux qui n'ont pas vu les photos, la vidéo que tu nous as partagée, on pourra voir un peu le processus, comment tu peignais. Parce que tu peins avec un pistolet, c'est un pistolet comme ça, et tu es tout seul, non? Je sais que tu as une équipe avec une équipe de tes anciens amis de toute la vie qui t'aident à faire la peinture et tout. Mais quand tu dois réaliser l'œuvre, c'est toi tout seul qui es face à la surface qui peint avec ton… Ouais, là, tu vois, typiquement, on me voit peindre. C'est un peu passé vite. À peindre, je suis tout seul, effectivement. Par contre, comme j'ai une équipe, j'ai un assistant qui va lui faire la peinture en direct, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, je ramène mes pigments et puis mon matériel. Donc j'ai quelqu'un qui va faire la peinture en direct. Et j'ai quelqu'un qui va s'occuper, tu vois, de faire de la vidéo, de gérer aussi un peu les merdes logistiques autour de moi. Et puis généralement, j'ai encore une quatrième personne qui vient, en plus qui fait les photos et les photos finales drone, un photographe. Par contre, effectivement, je suis la seule personne à peindre, mais j'ai besoin de monde qui m'entoure parce que je ne peux pas tout faire. Faire la peinture, gérer les gens, gérer tout ce qu'il y a autour, quoi, en gros. Donc en gros, vous êtes 5 personnes qui organisent tout le projet, disons. Alors sur celui-là, par exemple, je dirais qu'on est dans le noyau dur 6, parce qu'on a, donc il y a moi, il y a mes 2 assistants que j'ai au quotidien, j'ai le photographe qui vient régulièrement faire les photos, et puis j'ai Diane qui fait le lien, mais j'ai encore un fixeur supplémentaire qui est un local sur place, que je salue aussi parce qu'il était extraordinaire, qui s'appelle Eloge. Et sur place, c'est lui qui nous a fait le lien et qui aussi nous décrypte les codes. Tu vois, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, moi, je n'ai pas les codes du pays ni les codes des gens qui vivent sur place. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui, à un moment donné, va me dire il ne faut pas faire ça, il faut faire gaffe. Tu vois, une fois de plus, on venait peindre dans le jardin des gens. Là, on voit bien, ça, c'est toutes les maisons des gens qui vivent là. Donc, toi, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu vois, et pareil, tu ne peux pas connaître tous les codes du monde entier. Là, c'est Gambier, avec toutes ces îles où je parlais tout à l'heure, là, toutes les pirogues où, une fois de plus, on essaie de faire un event quand on est sur place pour essayer de réunir les gens et de faire comme un peu un concert, tu vois, où tous les gens se retrouvent, on discute. Enfin, je crois que c'est assez sympa. Oui, c'est un beau projet et je trouve aussi que ça ne doit pas être évident pour les gens. Parce que j'imagine que tout le monde n'était pas prévenu que tu arrivais, même si tout le monde était super connecté. Est-ce que tu as eu des problèmes pour peindre et il y avait des gens qui disaient non, ne fais pas cette œuvre devant chez moi, ou tout le monde a été plutôt positif devant cette réalisation de l'œuvre? Mais c'est marrant, j'ai jamais eu de problème. Ça fait, je sais pas, ça doit faire une 50aine de projets que je fais. J'ai jamais vraiment eu de gag. Parfois, tu as des gens qui bug. Et je peux vraiment comprendre. Et ça fait aussi partie d'ailleurs du truc qui me fait rire. Tu vois, c'est-à-dire que parfois, quand les gens arrivent et qu'ils voient des étendues de peinture, il faut imaginer que parfois les fresques elles font 200 mètres de long sur 50 de large. Donc, tu vois, tu as le champ qui est en noir et blanc. Tu peux te dire, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et je peux le comprendre. Par contre, généralement, dès qu'on commence à parler un petit peu de la démarche, du pourquoi, du comment, et ben finalement, généralement, les gens sont assez positifs et accueillent le projet ou le reste de manière assez positive. J'ai jamais eu de gag. Okay. Et quels ont été un peu les enseignements de la 10e étape au Bénin? J'imagine que ça doit être totalement différent à peindre en Europe. Donc, quels ont été un peu les enseignements de ce voyage? Oh, je ne sais pas s'il y a c'est très différent. Pour la partie de peinture, tu vois, je crois que c'est à peu près similaire à l'Europe. Tu vois, ça ne me change pas grand-chose. C'est plus sur le côté humain et la vie que souvent tu prends des claques quand tu vas à l'étranger. Tu vois, c'est vraiment l'aspect, ça te remet souvent pas mal en question, ça te fait poser pas mal de questions aussi sur, je ne sais pas, les failles peut-être sociales que tu as l'impression d'avoir. Puis ça te pose aussi souvent les questions de
souvent on est très très ethnocentré, tu vois, occidental centré, je sais pas comment on dit exactement, mais très souvent on a l'impression qu'on a une sorte de vérité ou d'exemple ou qu'on devrait faire suivre aux gens. Et moi souvent c'est ce genre de raisonnement que j'ai quand je suis en Afrique ou en Amérique latine, tu vois, de me dire bah c'est vrai que ça nous fait un choc la manière dont par exemple ils vivent leur vie. Tu vois, j'ai halluciné, il y a certains papas qui ont 50 gosses. Parce qu'il la polygamie est normale, etc. 50 gosses, tu te dis, ah ouais. Et puis une fois de plus, tu vois, c'est un rapport, pour eux c'est très normal à mon avis. Nous c'est hyper, donc je trouve intéressant parce que finalement c'est enrichissant. Après ça c'est aussi assez égocentré parce que c'est enrichissant pour moi et mon équipe. Mais en tout cas, je trouve ça, c'est surtout au niveau humain où on prend des claques sur ces choses-là. Oui, j'imagine que ça doit changer par rapport à la culture qu'on a en Europe. Et est-ce que tu as prévu de retourner en Afrique pour continuer Beyond Walls, un autre pays que le Bénin? Alors, ça fait partie de tous ces pays. Yes. Après, l'Afrique, j'ai déjà pas mal fait en Afrique. Tu vois, sur 10 étapes, j'ai déjà fait 4 étapes. Il y en a une 5e que je voudrais faire rapidement, mais après, je ne suis pas contre l'idée de refaire des trucs en Afrique. Au contraire, j'adore aller en Afrique parce qu'à chaque fois, je trouve que humainement, c'est incroyable. Mais je bosse activement sur le Caire. Donc, on en rediscutera, mais je bosse activement sur le Caire en espérant que ça se fasse cette année. Après, une fois de plus, parce qu'une fois de plus, je n'ai pas tout à fait répondu à ta question, mais il se passe plus ou moins une année généralement entre le moment où je décide d'aller à un endroit et au moment où ça se passe. Tu as le temps de trouver les autorisations, de me débrouiller pour… il y a une synergie qui est assez lente généralement et c'est assez long. Donc finalement, c'est à peu près une année. Donc tu vois, ça fait déjà, en tout cas le Caire, ça fait presque déjà une année à mon avis que je travaille dessus. Et si ça se fait, ça sera certainement fin de cette année. Donc ça fera presque 2 ans que je bosse dessus. Et tu en as parfois, c'est en 6 mois, on arrive à faire une date. Berlin, ça s'est fait relativement rapidement, même si j'ai vraiment galéré. Donc c'est un peu tout. Mais généralement, c'est plus ou moins la moyenne. L'ordre d'idée, c'est une année. Okay. Oui, ça prend du temps, j'imagine, avec tous les papiers, de mettre en relation avec les personnes. Mais là, quelle est ta prochaine destination et comment penses-tu l'envisager? Bon, ça prend une année, j'imagine que l'année est déjà passée, donc tu as tout organisé pour ta prochaine destination. Mais est-ce que tu peux nous dire où sera le prochain Beyond Walls Step 10 et 11? Il y a 2 choses. Il y a le côté que je rêve et le côté qui arrivera parce que finalement, avec le Covid, c'est clair que tous les jours, ça change. Il faut dire que normalement, ça devait être Belfast d'ici une bonne semaine. Je sais pas de conneries. Et puis après, Bruxelles. C'était les 2 étapes que j'avais au départ. Mais finalement, les 2 choses se sont annulées coup sur coup parce que Belfast, l'Irlande du Nord a complètement fermé ses frontières à cause du Covid. Bref, du coup, ce que je cherche à faire à l'heure actuelle, et j'espère que ça se fera dans les mois qui arrivent, ça serait le Brésil. C'est quelque chose de mon travail parce que je vais avoir une vidéo qui tourne ou quelque chose comme ça parce que… Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le micro ouvert? Pas de problème. Et du coup, l'idée, ça serait de faire, parce que le Bénin, c'est ce que je disais tout à l'heure, la plupart des gens qui sont partis du Bénin ont été déportés au Brésil ou aux Antilles. Et j'aimerais bien du coup créer le lien symbolique de l'histoire, tu vois, des gens qui ont été déportés outre-Atlantique. Et là, l'idée que j'ai actuellement, ça serait, qui est bien avancée, ça serait de faire la 11e étape à Rio. Ok. Et quand est-ce que tu allais le faire pour qu'on soit attentif à ton prochain projet? Pas de bol, parce que la semaine dernière, je sais que Rio a fermé pendant 2 semaines. Ils ont fait un lockdown pour 2 semaines. Donc, honnêtement, ça va être très dur de le dire précisément. Ça, je ne peux pas le dire. Je bosse activement dessus. Et puis, il y a un autre truc à dire, c'est que typiquement, la plupart des projets Beyond Walls, je les autofinance. Typiquement, le Bénin, je l'ai autofinancé à 100%. Et puis, Rio, je vais me débrouiller pour trouver un peu de sous parce que ça coûte assez cher. Et du coup, j'ai encore cette problématique-là à récupérer avant de pouvoir faire mon projet. Quand tu parles de l'autofinancement, je suis curieuse de savoir comment tu t'autofinances. L'argent, est-ce qu'il y a personne
je sais pas, les mairies ou l'endroit où tu vas aller, peut-être ils sont intéressés à te supporter. Je sais que l'association SOS Méditerranée t'avait aidé, non? T'avais juste donné l'idée pour créer le projet. Tu as toujours été en train de t'autofinancer tous les projets. Ça doit être dur de... Yes, pas tous. SOS Méditerranée, je trouvais que ça faisait pas de sens, tu vois, de soutenir l'asso et de leur demander des sous. Tu vois, par contre, je trouvais que c'était une super synergie. D'ailleurs, c'est aussi grâce à SOS Méditerranée que j'ai pu rencontrer la maire de Paris et qui m'a après aussi permis d'aller peindre sur le champ de Mars. Donc, tu trouves des synergies, à mon avis, qui sont intéressantes. Par contre, j'ai 3 moyens de financer mes projets. Le premier, c'est de vendre des œuvres d'art. Donc, je vends 2 types d'œuvres d'art. Je fais des tirages qui sont uniques, qui sont mis avec des vestiges de l'œuvre, que je vends après en galerie, par exemple, et qui me permettent de financer un bout. J'ai des impressions, tu vois, de type lithographique que je fais à 30 exemplaires. Et finalement, du coup, après, ça devient une partie des gens qui vont m'acheter des œuvres d'art, qui me soutiennent dans mon projet. Et j'aime bien cette idée de faire de l'art pour l'art. Et puis, parfois, tu as aussi des astuces. Hein, tu vois, par exemple, tu as, je ne sais pas, l'hôtel qui va nous filer un coup de main et qui ne va pas nous faire payer les nuits d'hôtel. On a un peu de bricolage sur place pour essayer de faire descendre un peu les coûts de production. Et puis après, j'ai des projets qui vont me faire gagner des sous quand je vais bosser typiquement avec une station de ski ou avec parfois certaines villes où là, je suis invité, je récupère un vrai cachet artistique que je rebalance après sur les autres projets, ce qui me permet de financer un peu les projets où j'ai vraiment envie d'être éthiquement, à mon avis, juste. Okay. Par contre, si tu connais des gens, si tu connais des philanthropes qui veulent nous filer un peu de rond pour nous aider à faire les prochaines dates, je suis preneur. Hein. Oui, on va organiser quelque chose. Parce que je me disais d'où vient tout ce projet, quel est le financement. J'essayais de chercher pour l'interview et je me suis dit, c'est le moment de lui demander en personne. Parce que je sais pas, je ne voyais pas qui finançait tout ce projet. Je ne savais pas si c'était SOS Méditerranée ou une association ou une marque. Mais c'est intéressant. Donc, on fera la diffusion. Si parmi nous, quelqu'un d'entre vous voulait acheter ces œuvres de fait, vous savez qui contacter. Donc, je voudrais savoir. Un dernier truc. Ouais, je dois aussi préciser, parce que ça ne serait pas juste de ma part, parfois j'ai aussi des coups de main des ambassades. Tu vois, typiquement, j'ai l'ambassade suisse qui m'a filé un coup de main sur l'Afrique du Sud. Après, une fois de plus, le souci c'est des ambassades, souvent j'ai des gros coups de prod. Quand on part 4 personnes à l'autre bout du monde pendant 3 semaines, etc., ça couvre jamais tous mes frais. Donc j'ai aussi des coups de main, parfois des ambassades. Ça serait que je ne l'ai pas dit et ça ne serait pas cool de ma part. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Je vais faire 2 dernières questions et après peut-être qu'on pourrait laisser la parole aux personnes pour, dans le cas où elles veulent participer, poser leurs questions, parce que là on a fait une grande interview, donc j'imagine que peut-être les personnes seront intéressées à participer. Donc une des questions de mes dernières questions serait quel a été le projet le plus dur à faire? Je sais que tu as voyagé dans plein de pays. Devant, dans le champ de Mars, devant la Tour Eiffel, ça doit être gigantesque, un super projet. Donc raconte-moi un peu quel a été le projet qui a été le grand défi de ta vie artistique, Yolanda. C'est un peu compliqué. Non, ce qui est compliqué, c'est que en fait, tu vois, il y a différents niveaux. Le champ de Mars, par exemple, c'était la toute première fois. Il y a une anecdote que je peux faire que je trouve drôle. Tu sais, les mains, souvent, c'est quelque chose qui est très délicat à peindre. Parce qu'en fait, c'est hyper précis et au moindre petit truc, tu vois l'erreur. Tu vois, contrairement à des parties du corps un peu différentes où ça laisse un peu plus libre à l'erreur. Les mains, tu fais un trait à 5 cm près, tu le vois. Et du coup, à l'époque, pour la petite histoire, je peignais jamais de main. Et tu regarderas les tout premiers persos que je faisais en 2015, je faisais exprès de ne pas peindre les mains. Je faisais le papier allongé comme ça, ce genre de truc, parce que c'était le truc où je me dis, punaise, si je me foire, ça ne va pas être beau, ça se voit direct. Et en 2018, je dis à mon
était fermé pour accueillir une œuvre d'art. Tu vois, c'était quand même ouf pour 2 semaines. Et du coup, c'était assez historique. Donc, j'avais vraiment une pression de dingue. Après, il y a eu la Côte d'Ivoire, qui a été, au passage d'ailleurs, la plus grande fresque jamais peinte par un seul homme. Ça faisait 18 000 mètres carrés. Et là, physiquement, c'était le show. Il y avait 700 mètres de peinture à faire. C'était 9 jours non-stop. Et j'ai perdu 5 kilos. Pour te dire, c'était… Oui. Oui, ça doit pas être évident. Oui, de voyager, de s'adapter à des pays. Je crois que t'as quitté Instagram. Il y a les gens qui me contactent là. On n'a plus de son. Donc, je sais pas. Je peux te recontacter. Ah, ok, ok. Là, c'est bon? Ok, ça doit s'activer et tout. Oui, les gens se déconnectent. 2 minutes. Oui, Sabe revient. Sabe revient. 2 minutes. C'est qu'on est Zoom Instagram pour vraiment avoir plein de visibilité et plein de gens qui puissent nous joindre. Mais c'est pas évident parfois. Ok, belle. Ok, 30 mètres. Là, c'est bon. Décidément, mon Instagram, ça fait de… On est revenu. Ok, c'est bon. Donc, ma dernière question, comme prévu. Donc, que voudrais-tu dire pour encourager les artistes urbains à continuer leur projet modificateur de l'espace urbain? Ça serait prétentieux, non, de donner des conseils. J'ai une autre question, sinon. Ok. Comment tu t'es fait connu? Je sais que moi, je te suis depuis très, très, très longtemps quand tu faisais les buées sur les vitres et des projets en lambda. Mais quel était l'élément déclencheur qui a tout d'un coup fait connaître Safe dans tout le monde? Moi, je suis pareil, ça serait prétentieux de dire que je suis connu dans tout le monde, une fois de plus. Mais, non, je vais y répondre à celle-là. Non, il y a eu plusieurs étapes clés, je pense. Mais si je dois en sortir, tu vois, la toute première, c'était en 2016 à l'Aisin. Parce que là, j'avais vraiment fait, à l'époque, la plus grande fresque de peinture biodégradable au monde. C'était plus de 10 000 mètres carrés. Et c'était la première fois, à mon avis, qu'on voyait un truc comme ça. Et du coup, ça a vraiment fait un buzz médiatique. Je ne sais plus combien on avait fait de publications, mais pareil, il y avait 300 ou 400 publications dans le monde. Et c'est ça qui m'a permis après d'être un peu invité à droite, à gauche. Et je crois qu'après le deuxième tournant, c'est quand j'ai fait justement typiquement l'inverse, d'arrêter d'être invité et de moi créer les projets de A à Z. De dire, je veux créer ça, je crois que ça fait sens. Et c'est moi qui monte le projet de A à Z parce que justement, il fait sens aussi bien pour l'esthétisme, pour le moment, enfin, qui est un peu tout. Et du coup, SOS Méditerranée en 2018 à Genève, où vraiment, je crois que ça a fait il y a eu un vrai engouement autour du projet. Je pense aussi que c'est ça qui a fait que j'ai été élu par le magazine Forbes à ce moment-là, parce que vraiment, c'est hyper rare, à mon avis, qu'un projet artistique bouge des choses dans la vie politique d'un pays. Et après, évidemment, le Champ de Mars. Mais après, je dirais que toutes mes étapes de Beyond Walls ont été très, très bien relayées par les médias à l'international. Donc après, je crois que tous les projets qu'on a fait derrière, j'ai eu cette chance-là. J'ai eu une très, très, très grosse presse. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a sur Internet, si vous tapez Safe, vous allez voir toutes les interviews, plein d'images sur comment il a réalisé ses œuvres au Champ de Mars, dans toutes les villes qu'il a citées. Donc, je vous encourage à ça. Merci énormément, Safe. Là, si tu veux, on va passer aux questions du public, du spectateur. Donc, je ne sais pas, là, je vois que, par exemple,
On a une question sur le chat de Ludon. Il dit, j'aurais aimé savoir si tu avais réalisé une presse sur la neige ou la glace. Donc, merci Ludon. Ça, on m'a posé la question un paquet de fois et je sais que c'est quelque chose que je dois faire. Et au passage, j'étais en train de travailler sur un projet maintenant tout de suite en Suisse sur un glacier. Mais je ne sais pas si je vais réussir à le faire parce que je me suis pris un peu tard. Mais il faut que j'y aille parce que j'ai fait le sable, j'ai fait l'herbe. Je pense qu'il faut que j'aille essayer de peindre sur la neige. Ça sera ultra éphémère. Encore plus que sur le sable, à mon avis, parce que même débat, il neige un coup, il n'y a plus rien. Il fait un peu chaud, ça fond, il n'y a plus rien. Mais le défi, à mon avis, est intéressant. Il faut que je le relève. Et la peinture aussi exposée à temps de froid, par exemple, si un jour tu viens ici au Canada, à moins 20, ça doit être pas évident de peindre. Il faut tout tester. Ça doit être super cool de voir une œuvre de Beyond Walls comme ça sur la neige. Ça peut être impressionnant. J'espère. J'espère que ça se fera. Parce que toutes tes œuvres aussi, ça c'est impressionnant, mais toutes tes œuvres, on peut les voir que si en vue d'aigle, comme on dit, vue de drone, non? Donc c'est pour ça que tu fais toutes ces... En fait, ça dépend des endroits. Hein. Il y a des endroits, par exemple, quand je vais peindre en montagne, tu as des points de vue où tu peux véritablement voir l'œuvre comme il faut. En ville, ça dépend si tu as un accès, par exemple, dans une tour à côté. À la tour Eiffel, bah, tu imagines bien que tu peux monter à 200 mètres et voir. Donc, ça dépend vraiment de la configuration de vue. Mais généralement, le meilleur point de vue, effectivement, c'est vue du ciel. À Cape Town, on a eu de la chance. On a fait du parapente au-dessus de l'œuvre. Ah oui, C'était trop cool, ça m'est arrivé de pouvoir admirer différemment. Et à Turin, on avait une nacelle. T'avais une nacelle, tu sais, un truc qui te monte, un élévateur. Oui. C'était très très cool ça aussi. Oui, parce que si le fait de voyager, ça te donne aussi de l'expérience, comme je veux dire, personne qui voyage, pas tant comme artiste, mais aussi comme personne. C'est clair. C'est une expérience pour la vie. Donc là, on a une question sur Instagram de RDB. Après avoir parcouru la Terre, un projet sous l'eau ou sur la mer. Là, c'est un des plus grands que la mer, je pense. Et c'est marrant parce que je pourrais pas peindre, mais j'y pensais faire un truc sous l'eau. Ça me ferait vraiment délirer parce que je pense qu'il y a des techniques où tu peux quand même créer quelque chose, tu vois, même des bars avec quelque chose de naturel et créer une œuvre sous l'eau. Ça a déjà été fait, hein. D'ailleurs, je ne serais vraiment pas le premier à le faire. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites, mais j'y ai déjà pensé. Après, sur la mer, même débat. Il y a plein de choses à faire, à mon avis. Bon, j'ai fait quand même sur le Bosphore, c'est pas pire. Avec une barque qui faisait 80 mètres de long, ça c'était inespéré ce truc, c'était très surréaliste. Une barque de 80 mètres de long sur 25 de large qu'on a fait se balader sur le Bosphore, c'était vraiment dingue. Mais sur la mer, d'ailleurs je suis en train de travailler sur un truc potentiellement sur la mer. Donc, soyez attentifs pour voir le projet sur la mer. Je vais voir s'il y a plus de questions sur Instagram. On a dit t'es top, on a Guillaume, Caroline, Tony. Il y a plein de commentaires. Si quelqu'un veut vous poser une question, n'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir votre micro, présenter, poser la question en direct. Vous êtes bienvenus. Il y a Bianca qui me demande si l'artiste dont tu t'inspires. C'est un piège, ça, Bianca, en fait, que tu es en train de me poser. Je sais pas si... En fait, vraiment, ça, je le pense. Par contre, il y a une grosse partie où j'ai l'impression que je me suis plus inspiré de mon vécu et de mon travail, par exemple, en tant qu'infirmier. Je n'en ai pas parlé, mais j'ai été infirmier pendant 7 années. Et je crois que je suis très, très inspiré par les questionnements existentiels que j'ai eus par rapport à ce travail où tu es en rapport avec la mort, avec la souffrance des gens et à la vraie question, à mon avis, une question moi, que je me pose régulièrement, quelle va être ma place en tant qu'être humain, quelle trace je vais laisser de mon existence. Et je crois que c'est pour ça que je peins des trucs éphémères aussi, tu sais, ce truc où justement, tu laisses une trace, mais qui n'est pas vraiment... Et la vie, elle est un peu comme ça, je trouve.
Après, les artistes que j'adore, qu'est-ce que je pourrais citer? Il y a Christo, à mon avis, avec lequel j'ai un lien un peu particulier, puisque je crois que c'était un vrai pionnier, tu vois, du land art, qui a apporté énormément de choses et de réflexions sur justement comment réhabiliter l'espace à l'extérieur, les bâtiments. Enfin, c'est vraiment intéressant. Il y a Vils, qui est un artiste que j'adore aussi bien sur sa carrière que sur ce qu'il fait. Tu connais Vils, tu sais, Oui, il a plein de projets. Au Portugal, il y a un grand miracle. Bon, il a un Miami aussi. Oui, c'est pour ça, je veux dire. Au Portugal, c'est là où il y en a le plus. Il est super. Après, j'avais du William Turner, que j'adore. Et ça n'a rien à voir avec ce que je fais finalement, mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Évidemment, j'aime bien le travail de JR, avec lequel je trouverai plein de similitudes, parce que finalement, tu veux d'ailleurs très souvent en interview, on commence par me dire qu'est-ce que tu penses de JR? C'est une question qui est hyper récurrente, parce qu'effectivement, tu vois, je travaille un peu le gigantisme, noir et blanc, j'ai un aspect social, même si je crois que finalement, on a un travail qui est très très différent, dans le sens où lui est photographe, il est plus sur l'espace urbain. Tu vois, l'approche est assez différente. Moi, je suis peintre, mais finalement, quand tu ne connais pas trop, si tu dézoomes, tu peux y trouver des similitudes assez claires. Oui, je suis d'accord. C'est un peu parce que ce qu'il fait, c'est... Ça s'entend? Oui. Ce qu'il fait, c'est vraiment prendre des photographies et après les coller sur les murs. Soit c'est vraiment contact avec l'espace, tu dois savoir comment t'adapter au lieu. Enfin, je pense que c'est un peu différent. C'est vrai que le blanc et noir est pareil. Et le gigantisme, tu vois, et souvent il fait des grands... Le gigantisme aussi, oui. Et c'est vrai que et puis, il a aussi l'aspect social que je retrouve dans le boulot. Donc effectivement, des similitudes, t'en trouves un paquet. Par contre, c'est vrai que je suis très très axé aussi moi sur la performance, mais purement artistique dans le sens où je viens peindre. J'ai pas trop le droit à l'erreur généralement quand je peins. Tu as un vrai aspect de performance physique. Ce que je disais tout à l'heure, tu vois, j'ai perdu 5 kilos en Côte d'Ivoire. Donc, il y a tout ça autour de mon travail. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout photographe. Enfin, tu vois, je me considère comme un peintre, alors qu'à mon avis, JR se considère comme un photographe, même si il fait quelque chose de sa photographie, à mon avis, il est photographe, quoi. Enfin, ça serait peut-être un peu réducteur de dire ça, mais je pense qu'on a deux... Photographe artiste, mais oui, c'est différent, je trouve. Oui, c'est ça, il fait des photographies et les met dans des espaces à grande échelle. Oui, c'est une exposition photo, alors que toi, c'est plutôt de la peinture qu'on va voir. Oui, c'est différent. On a plus de questions ici. Sape, le Basque-Bio, toute dimension confondue. Okay. Alors, pourquoi ne pas vendre tes t-shirts pour financer ce fabuleux projet? Je sais pas. Je préfère me dire que je vends une œuvre d'art. Ça fait nettement plus sens que de vendre mes t-shirts, je crois. Une marque. Oui. Quelles autres techniques artistiques as-tu pratiquées? On demande artistique. Ouais, alors, tout au début, c'est ce que j'ai fait du graffiti. Ça, c'est vraiment comment j'ai commencé. Ensuite, j'ai fait de la fresque murale, je dirais, tu vois, avec de l'acrylique, des pinceaux, de la bombe. Je mélangeais un peu tout. Et puis, tu sais, souvent, donc, quand tu fais du graffiti, je fais une généralité un peu bateau, mais c'est quand même souvent comme ça quand tu montes un groupe. Moi, j'avais un groupe quand j'étais gosse. Et tu sais, tu as le mec qui fait les décors et puis les persos. Et tu as les mecs qui font les lettres. Tu vois, très souvent, les groupes se structurent un peu comme ça. Et puis moi, j'étais le mec qui faisait les décors et les persos. Le truc un peu plus relou et tout. Bref. Puis après, j'ai beaucoup bossé quand même en atelier et en galerie. Hein. C'est ce que tu disais tout à l'heure. J'ai eu toute une étape où j'ai peint beaucoup de toiles. Et là, je peignais beaucoup à l'acrylique et à l'aérographe. Et j'ai trouvé que c'était un outil qui était exceptionnel. Il y a peu de gens qui l'utilisent. C'est hyper chiant d'entretien parce que ça se bouche. Enfin, c'est pas super simple à utiliser. Par contre, je trouve que une fois que tu l'utilises bien, tu as des effets qui sont incroyables. Tu as un truc qui est hyper fluide quand tu bosses. Enfin, moi, je trouve que je suis hyper à l'aise avec cet outil-là. Et puis après, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le plexiglas.
Et c'est vrai que j'aime bien trouver des supports un peu originaux ou un peu chiants à utiliser que personne n'utilise. Et le plexi, je l'utilisais en différents layers. Et du coup, comment on dit? Merde, en différentes couches. Et du coup, je faisais des espèces d'œuvres en 3D. Et je jouais sur la transparence de la peinture. Et j'ai peint des scènes de gens qui étaient entassés dans le métro. Ou des gens qui regardent par la fenêtre un lever de soleil, tu sais, avec cette buée que tu disais, je peignais comme presque, je faisais une sorte de truc un peu hyper réaliste. Et après, j'ai commencé vraiment à faire du land art. Et c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup, depuis une année et demie, j'ai fait quasi que du land art. J'ai presque plus travaillé en atelier. Parce qu'est-ce que tu penses du land art? Comment tu vois quelle est la relation par rapport, quelle est la différence pour toi du street art et du land art? Quel est le rapport que tu as avec le land art? Bon, je suis pas un expert non plus, hein, mais le principal lien que je ferais d'ailleurs entre le street art et le land art, c'est le côté où je trouve que dans les deux, il y a l'envie de s'affranchir, je dirais, des galeries et des musées pour donner accès au plus grand nombre, tu vois. Et je crois que d'ailleurs, dans l'essence, quand tu lis un petit peu l'énergie qui animait les gens qui ont fait du land art et les pionniers, je crois qu'il y avait vraiment cette essence-là, de dire on s'affranchit des galeries et des musées, même si d'ailleurs, moi, je ne crache pas du tout contre les musées, mais pouvoir à la fois exposer dans la rue, dans la nature, dans les musées, dans les galeries, je trouve que ça donne une sorte d'accès à 360 à la culture et je trouve hyper cool. La grosse différence, évidemment, c'est que le terrain de jeu est complètement différent. Tu vois, le land art va privilégier clairement les grands espaces, la nature, etc. Alors que le street art, c'est clairement dans la rue. Pour moi, c'est, tu vois, le land art, art comment on dit, des paysages en gros. Street art, art de la rue. Donc finalement, tout est dans le titre. Et par contre, voilà, c'est ce que je disais, je trouve qu'il y a vraiment cette essence de dire on peint à l'extérieur. Même débat, il y a un lien à faire entre les deux et on offre la culture au plus grand nombre. Et ça, je trouve super cool. C'est d'accord, c'est vrai. Parce que c'est comme le grand artiste de l'art pour moi, c'est le référent. Je ne connais pas d'autres personnes qui fassent d'autant de belles œuvres comme ça à grande échelle. Que moi, tu dis? Oui, c'est vrai, parce que je ne connais pas beaucoup d'artistes qui fassent du land art comme ça à grande échelle, surtout devant la Tour Eiffel. C'est pas évident. On va voir s'il y a plus de questions. Je ne crois pas qu'il y en ait 50, mais une fois de plus, Christo, tu vois, je pense que c'est une bonne référence, c'est ce qu'on disait. Il a fait du monumental, il a fait, à part toi, c'était vraiment une référence absolue à mon avis. Hein. Après, tu en as eu d'autres. Hein. J'arrive jamais à citer le nom, mais les vrais pionniers, tu vois, tu as des gens qui ont vraiment fait des œuvres monumentales. Par contre, très souvent, je pense qu'il y a un côté un peu plus conceptualisé de l'œuvre. Et c'est vrai que moi, j'essaye d'avoir un accès hyper direct à l'image. Et je dis souvent, après c'est très personnel, hein, mais je dis souvent que ça m'emmerde de devoir lire un bouquin pour comprendre une œuvre d'art. Et moi, j'aime bien me dire, quand je vois une œuvre d'art, elle doit me parler d'elle-même, parce que si je veux me casser le crâne sur un concept, j'achète un livre de philo et ça me suffit, ça va très bien. Si je dois me casser le crâne sur un concept en regardant une œuvre d'art, ça m'emmerde un peu plus. C'est vrai que tu dois te sentir connecté. C'est très compliqué de dire qu'est-ce que c'est l'art. Et chaque personne va le comprendre d'une façon différente. C'est aussi selon ton expérience, ta culture, ton entourage, tu vas comprendre et voir l'œuvre d'une façon différente. C'est aussi ça ce qui est intéressant dans ton œuvre, parce que tu l'as fait dans plusieurs pays. Donc tu fais réfléchir, c'est un peu comme de l'art accessible à tout le monde. Tout le monde a accès à ton œuvre, a accès au land art aussi. Et connaît ce mouvement que si ce n'était pas grâce à toi que tu es allé au Bénin, peut-être que jamais dans leur vie ils auraient vu une œuvre de cette ampleur. Ça, donc, on va voir s'il y a plus de questions. Je ne sais pas. Là, il y a Diane qui nous dit un pro pour stimuler les bulles d'humidité sur le plexi. C'est un commentaire de tout. Aude Dub, je suis très admirative. Bravo, c'est vraiment top ce que vous faites. Merci.
va voir. Magnifique, Magnifique, tes tes dessins sur les vitres de train. Ken Ken Baird. Baird. Là, on écrit Là, on dans écrit dans un langage que je ne comprends pas, donc j'imagine que c'est bien. Ami, c'est les Nighter. Oui, Christo, c'est une bonne référence. J'aurais grave aimé voir une de ses œuvres en vrai. Donc, c'est ça. Oui. Ton dessin est signifiant, universel, aucune barrière linguistique ni culturelle. Viviane. Bon, je ne sais pas si quelqu'un a des questions, Mike, si tu as des questions, tu peux les poser. Moi, je pourrais continuer à parler plein d'heures. Mais c'est ça, c'est un peu ce que j'avais comme question. Donc, voilà, on va attendre quelques minutes. Non. Voilà. Moi, j'ai bien discuté, hein, tu vois, je vous dis. On a énormément parlé, j'imagine que vous allez être fatigué. Donc, quel est ton rêve artistique? Je ne sais pas si j'en ai. J'en ai un paquet. Après, moi, je pourrais plus parler de qu'est-ce qui m'excite dans mes projets, à mon avis, et de qu'est-ce que je suis heureux. En fait, ce qui me rend le plus heureux, je dirais, c'est qu'à un moment donné, j'ai vraiment réussi à créer cette synergie, tu vois, du projet avec l'environnement, que l'écho finalement médiatique il soit repris de manière intelligente, soit que tout ce qui s'est créé autour du projet, typiquement, je pense que le Bénin, c'était pour moi, a posteriori, tu vois, c'est une vraie belle réussite parce que tu avais un challenge artistique, j'avais jamais peint sur la plage, tu as un sens qui fonctionne hyper bien, tu as une reprise médiatique qui a été hyper bonne, et puis les images, elles sont esthétiquement justes, et sur place, il y avait une vie qui était incroyable. Tu vois, on a rencontré tout bord politique, tout niveau social, etc., etc. Donc là, tu vois, quand tu as fini ce genre de projet, personnellement, je suis pleinement satisfait. Après, dans mes envies artistiques, il y a plein de projets où je bosse depuis des années. Ça fait des années que je bosse sur aller peindre au pied de la Statue de la Liberté. Parfois, tu as des lubies en tant qu'artiste. Tu te dis, je ne sais pas pourquoi je veux aller peindre là. Et ça fait 1 an et demi parce que finalement, une fois plus, ça fait sens avec la démarche du projet. Esthétiquement parlant, je pense qu'il y aurait un truc cool. Et c'est un lieu qui est, à mon avis, très, très peu exploité par d'autres artistes. Je ne sais pas si c'est voulu, mais en tout cas, ça doit faire 1 année et demie que je bosse sur ce projet-là. J'avais les pyramides, justement, que j'avais envie d'aller toucher. Après, tu as toujours ces projets un peu, tu sais, tu as l'Himalaya, tous les trucs qui te titillent parce qu'il y a un côté aussi performance, comme je l'ai dit dans mon projet. Donc, tous les trucs un peu farfelus comme ça me branche bien. C'est vrai qu'il y avait une personne qui avait demandé pourquoi la Statue de la Liberté. J'avais oublié de poser cette question. Ça va venir. Pierre-Marie, comment tu gardes ton mojo? We are all human. Non, je connais pas, mais il faut que j'aille regarder. Le hashtag. Bon, je sais pas, on va attendre 2 minutes et sinon on va arrêter la conférence. Ça a été vraiment génial. On a appris plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. Merci aux participants d'avoir assisté aujourd'hui avec nous. Et on est sûr qu'on va penser à une stratégie pour comment on peut réaliser un projet ici au Canada. Ça serait bien de peindre sur la neige ou sur la glace. Il faut chercher la technique. Il y a Johan qui me demande: es-tu plus motivé par la performance ou la dimension politique de ton art? Bon, si je dois répondre directement comme ça à chaud, mais je dis souvent, et c'est marrant parce que j'ai piqué la phrase à la directrice de SOS Méditerranée en France. J'avais adoré sa réponse quand on parlait de politique. Elle disait: j'essaye de faire quelque chose d'apolitique dans un sujet hautement politisé, et c'est aussi ce que j'essaye de faire. C'est-à-dire vraiment, j'évite d'être dans toute l'émulsion politique autour de mon projet, même si c'est parfois très difficile.
Donc, par contre, je suis excité par la dimension humaniste et je suis aussi excité par le fait que parfois, typiquement en Turquie, où je trouvais que c'était une très très belle réussite, par exemple, parce que finalement, c'est la ville qui m'invite et la ville est du parti politique opposé au président et au système en place. Et en fait, le projet à ce moment-là a été relayé par tout bord politique confondu. Et je trouvais que c'était vraiment justement typiquement à un moment donné une vraie réussite, qu'à un moment donné l'image est bonne, forte, et ça fait tomber des barrières un peu partout. Et ça, je trouve très très cool. Quand j'arrive à faire ça, c'est hyper cool. Et c'était pas gagné d'avance. Non, il y a tout un travail derrière tout ça. Et un peu de chance, hein. Et de la chance aussi. Mais ils disent... Oui, si vous n'avez pas pu voir la conférence, on est en train de l'enregistrer sur Zoom et sur Instagram, on va la poster sur nos réseaux sociaux, donc ça sera possible de la revoir. On a plein de questions. Comment gardes-tu ton énergie sachant les annulations qui tombent, la difficulté de monter un projet avec le Covid? Voilà. Ouais, c'est un peu compliqué. Après, comme je suis, à mon avis, passionné, je trouve du sens dans ce que je fais. Tu vois, tu perds jamais trop la motivation. Oui, c'est ça. En plus, tu as réussi à faire plein de projets, même si on était en Covid, en période de Covid. On était en Covid, en période de Covid. Ouais, c'est pour ça que finalement, je me plains pas trop. J'ai quand même réussi à continuer à travailler. Je continue encore à travailler. Donc finalement, j'essaye de circuler là au milieu. Puis pour le moment, ça fonctionne. Donc c'est ça. Je pense qu'on va faire deux dernières questions et on va s'arrêter là pour que tu te reposes un peu, si c'est bien aussi pour toi. Oui, c'est ça. Il faut commencer à... Alors, ça s'est arrêté sur Instagram à sa charge, non? Ok, c'est en train de loading. On a une question ici. Tu aimerais que ton art fasse évoluer les mentalités et les lois? On a répondu à ça, non? Ouais, je dirais que les lois, je ne sais pas, une fois plus, ça serait prétentieux. Hein. Par contre, je crois que j'espère que parce qu'il est universel, parce qu'il vient toucher justement quelque chose d'un peu particulier au niveau émotionnel, etc. Et par contre, évidemment que mon objectif est justement de pousser et d'inviter les gens à mon avis, plus de bienveillance, d'humaniste. Et je crois aussi d'un peu plus de justice, tu vois, parce qu'il y a il y a 2 ou 3 problèmes, à mon avis, sur lesquels je crois assez que finalement on fait fausse route. C'est aussi, tu vois, la répartition des richesses. Je pense que là, on fait vraiment fausse route dans l'humanité. Je pense qu'à un moment donné, on devrait être plus juste. Et les rapports de force. C'est-à-dire qu'à mon avis, j'adore l'idée, par exemple, de l'ONU. J'ai travaillé avec l'ONU l'année dernière. Je retravaillerai avec l'ONU. Parce que, tu vois, l'idée idéologique, je dirais évidemment qu'il y a des défaillances, à mon avis, dans le système peut-être, etc. Mais l'idée de base de dire, on se pose autour d'une table et on discute des problèmes à gérer ensemble, je trouve que c'est incroyable et c'est comme ça qu'on doit voir le monde. Et je crois que les rapports de force font que, typiquement en écologie, à mon avis, c'est un des principaux problèmes, à mon avis. Parce que finalement, tu sais très bien que économie et écologie ne riment pas vraiment ensemble. Et finalement, je crois que tu sais très bien que si à un moment donné, tu fais quelque chose de drastique, tu vas perdre en compétitivité par rapport aux autres pays. Et à mon avis, c'est ça qui fait à un moment donné qu'on n'arrive pas à débloquer le truc. C'est un des problèmes. Ce n'est pas évidemment le problème, mais je crois que c'est un problème. Et évidemment, si à un moment donné, mon art, il arrive avec une goutte d'eau dans l'océan, à aider à ce truc-là, je serais heureux. Oui, c'est vrai. Maintenant, le problème qu'on se pose, il y a plein de documentaires et de personnes qui parlent, et la lutte contre l'écologie, et l'environnement, la protection de la planète. Donc, c'est bien d'aider à travers là. C'est pas souvent ce qu'on cherche à transmettre avec l'art. Donc, c'est bien de mettre en relation le land art avec l'écologie
et un peu comment se développe la planète. Donc, ils disent des projets avec d'autres artistes de ta génération, j'imagine, avec lesquels tu voudrais travailler. Why not? Je saurais pas dire. Mais non, parce que je suis un peu chiant. Tu vois, la plupart des autres artistes vont peindre sur les murs. Moi, je peins par terre. Je peins en énorme. Et du coup, mais par contre, si on me propose des trucs cool et qui font sens et qui fonctionnent, why not? Avec plaisir. Au contraire, c'est cool. Ça donne toujours, tu vois, une synergie et ça, à mon avis, sera toujours enrichissant. C'est vrai. Oui, on a déjà répondu à ces questions. S'il part avec de la peinture écologique, avec une peinture qu'il fabrique lui-même. Donc, ok, je pense qu'on n'a pas plus de questions. Je ne sais pas si tu veux parler de quelque chose qu'on n'a pas abordé. Je te laisse la parole dans le cas où. Non, pour moi c'est cool. Hein. Je veux dire, si vous n'avez pas de questions, après, je suis là aussi pour vous. Donc, finalement, moi, j'ai pas mal parlé déjà, je crois. Oui, on a tout expliqué. Je pense que c'est l'interview la plus grande et la plus énorme. Il y a abordé plein de questions. Donc, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la voir, vous allez pouvoir avoir après en entier. Donc, et pour les images, on n'a pas pu mettre toutes les images de Sape pendant qu'il parlait. C'est un peu compliqué avec son de médias, mais vous pouvez regarder sur son... Sa page web est super bien. Il y a plein de vidéos de tous ses projets, son Instagram. On a laissé les liens sur le Zoom. Donc, c'est ça, si vous voulez le contacter aussi, vous pouvez lui écrire. Et merci énormément de nous avoir accordé ce temps. Il est tard là-bas, connexion au Canada, Suisse. On est connecté comme ça. C'est drôle, c'est bien, on a bien profité. Moi, je suis vraiment contente. On a appris plein de choses. Et je voudrais te remercier pour ça. Merci. Des grands plaisirs. Merci en tout cas d'avoir suivi. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui étaient quand même restés tout le long, qui ont réussi à me supporter pendant 1h30. Donc, merci pour votre écoute, c'était cool. J'espère que voilà, ça vous a plu, que ça sera inspirant pour vous. Oui, merci. On a eu presque, je pense que 100 personnes toujours connectées comme ça. Après, on a eu plus et moins tout au long de l'interview et c'est cool. Donc, merci beaucoup. Merci aussi Mike, parce qu'il est le président des Écoles des bâtisseurs, un organisme qui a organisé aussi ce projet. Je travaille aussi dans cet organisme, je suis directrice des communications. Donc, c'est un organisme à but non lucratif qui organise tous les mois des conférences. Aujourd'hui, on a la chance de voir Sape, mais le mois suivant, on aura d'autres artistes. Donc, on vous encourage aussi à suivre les Récoltes des bâtisseurs sur Instagram, il y a toutes les informations. Et sur Facebook. Et merci. Je ne sais pas si Mike, tu veux dire quelques mots pour la fin. Merci énormément, Sape. C'était une conférence très intéressante et inspirante. Je suis certaine que tous nos participants ont beaucoup apprécié. D'ailleurs, sur le chat, là, je vois des messages. Là, merci beaucoup. Merci, vraiment intéressant. Merci beaucoup, Sape. Merci beaucoup. Bon courage et bonne continuation. Donc, voilà. Donc, si les gens n'ont pas d'autres questions... Sur Instagram non plus. Non, sur Instagram, on va se dire au revoir. Je ne sais pas si on fait d'avance mais après. Sur Instagram. Donc oui, c'est ça, on a fini. Merci énormément à tout le monde. Si vous voulez contacter des questions pour voir la vidéo et tout ça, n'hésitez pas à nous écrire, soit sur Twitter Action, soit sur les bâtisseurs. On ne veut pas saturer de messages à Sape. Donc on s'en occupe. Et merci et à bientôt. On dit au revoir sur Zoom. Bye. Merci beaucoup. À plus. Bye, merci beaucoup pour votre temps. À plus. Merci. Ciao. Merci. Au revoir. Ciao. Merci. Salut. Et on se dit salut, au revoir. Merci énormément, Sape, d'avoir pu connecter sur Zoom et Instagram. À la prochaine. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ciao, ciao. Merci. Bye, bye. À plus. Alors, merci.